Et donc c'est la troisième webconférence ce soir, l'art d'oser, vivre en pleine cohérence. Donc troisième webconférence de cette série de 5. On avait commencé par l'art d'oser se métamorphoser. La deuxième, la semaine dernière, l'art d'oser se réaliser. Et donc ce soir, l'art d'oser vivre en pleine cohérence. 5 webconférences construites comme un chemin, donc c'est la troisième étape. Alors bienvenue. On Bienvenue à vous. vous propose de vous installer confortablement. Prenez un petit verre d'eau, prenez encore le temps. Là, on commence dans 2-3 minutes. Si vous voulez prendre de quoi écrire, n'hésitez pas. Et on vous propose vraiment de vivre cette webconférence comme une expérience enrichissante. Et donc, pas seulement enrichissante sur le plan mental, mais également enrichissante sur le plan émotionnel, puis sur le plan corporel. Ça veut dire que quand on va s'exprimer, quand on va vous transmettre certaines de nos grandes idées, de nos grands concepts, voilà, vous pouvez aussi voir comment ça réagit chez vous, comment vous vous sentez, s'il y a des choses qui viennent réagir sur le plan émotionnel ou même des fois sur le plan corporel. Hein, c'est quand on a cette vigilance, il y a des choses qui se passent. Et puis vous pouvez aussi éviter les distractions si vous voulez en profiter au maximum. Dans cette société, on est tous avec nos téléphones portables. Vous pouvez éventuellement, si vous avez envie de vivre pleinement l'expérience, de le mettre en mode avion. C'est toujours plus sympa quand on n'est pas dérangé. Voilà, on pense pas souvent à éteindre ce téléphone, mais c'est vrai que ça permet d'être plus en présence. Après avoir passé par la métamorphose et la réalisation, on va vivre en cohérence, en pleine cohérence. Ah, il y a la pleine conscience et maintenant ce soir la pleine cohérence. Voilà, ça y est, le sujet est lancé. Ouvrir le bal avec une magnifique citation d'Anthony Hopkins qui illustre très bien ce dont on va parler. Il nous disait: ma philosophie, ce que les gens disent et pensent de moi, ce n'est pas mon affaire. Je suis ce que je suis et je fais ce que je fais. Je n'attends rien et j'accepte tout. Et cela rend la vie tellement plus facile. Et donc, quelque chose de vraiment chouette dans cette citation. Il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. La première, bien sûr, je suis ce que je suis et je fais ce que je fais. On va parler de pleine cohérence. On a déjà parlé du savoir-être, du savoir-faire. Et dans cette phrase, ça fait sens entre les deux. Donc, quelque part, les deux sont intimement liés. Je n'attends rien et j'accepte tout. On a une personne qui n'a pas d'attente par rapport aux autres, pas d'attente par rapport à ce qu'il fait, donc il peut vivre librement et il s'accepte tel qu'il est, et donc du coup il accepte beaucoup plus facilement ce qu'il se passe à l'extérieur de lui, puisqu'il accepte ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et moi j'aime beaucoup cette phrase parce que très inspirée par la communication non violente initiée par Marshall Rosenberg, eh bien on voit que ça ressemble beaucoup à ces grands principes de sagesse. À partir du moment où on n'attend rien des autres, on n'est pas violent avec les autres, on n'est pas dans une intention violente, on n'est pas dans une espèce de domination sur l'autre, et quelque part on s'autorise à vivre pleinement sa vie. Euh, donc quelque part dans cette phrase, on voit qu'il y a déjà une belle métamorphose. Là, on est sur un humain qui s'est métamorphosé pour arriver à dire quelque chose comme ça. Puis c'était un grand acteur, donc vu les émotions qu'il faisait passer à travers l'écran, forcément il a dû beaucoup travailler sur lui pour arriver à ce résultat-là. Et il s'est réalisé, hein, puisque c'est une personne, en tout cas, qui nous l'a montré. Et, euh, et en tout cas, il démontre une belle cohérence à son niveau. Bon, alors dans ce webconférence, on va parler de vivre en pleine cohérence. Donc on parle beaucoup de pleine conscience, mais là, on va aller parler un peu plus loin vers la cohérence. Et donc, ça commence par déjà prendre conscience de nos contradictions permanentes. On est rempli de contradictions, de paradoxes, et c'est ce qui nous bloque souvent. Et d'ailleurs, c'est utiliser peut-être ces forces opposées, mais qui peuvent être complémentaires et qui peuvent se transformer et avoir une vie beaucoup épanouie et se réaliser complètement.
Mais on ne peut pas parler non plus de sens, donner du sens, avoir du sens et l'alignement dans sa vie si on n'a pas de cohérence. Si on fait le contraire de ce qu'on pense et de ce qu'on dit, on peut pas se réaliser complètement, on peut pas être aligné complètement, on peut pas donner du sens dans notre vie et beaucoup de gens se vident de leur substance en subissant les contradictions dans leur vie. C'est ce qu'on va parler un petit peu lors de cette conférence. Comment utiliser nos forces contradictoires. Et je te laisse la main pour parler de la surprise. Eh bien, bon, pour ceux qui restent jusqu'au bout ce soir, qui prendront la peine de nous écouter, c'était quelque chose de récurrent dans nos webconférences. Eh bien, il y aura une surprise pour ceux qui restent jusqu'au bout. J'en parlerai un peu plus tard, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait sens avec ce qu'on va dire. Et c'est un atelier, donc un moment où on pourra travailler ensemble, où on pourra avancer, puisque les conférences, hein, c'est nous qui parlons. Et bien sûr, il y a le chat, il y a des réactions, etc. Mais l'atelier est aussi un moment privilégié où on peut travailler sur soi en même temps qu'apprendre, puisqu'on parle de cohérence 3D. Eh bien, c'est aussi un moment intéressant pour expérimenter, tant dans le mental qu'au niveau émotionnel, mais aussi dans le corps. Alors, la cohérence, c'est un très beau sujet. La cohérence, son origine étymologique, et ça signifie être attaché ensemble. Mais c'est également avoir de la cohésion. On parle de cohérence, par exemple, ou de cohésion quand des atomes se forment ensemble. Donc la cohésion entre une chose et une autre. Donc on peut bien sûr appliquer ce principe de cohérence en termes de physique, en termes de matière, mais quand on parle de cohérence dans un être humain, c'est quand deux choses sont attachées l'une et l'autre. Alors on vous a déjà parlé de savoir-être et de savoir-faire. Et bien par exemple la cohérence entre son savoir-être et son savoir-faire, la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et chiffre, symbole de la cohérence, eh bien c'est le 8. Le 8 forme une boucle qui revient sur elle-même, et donc elle symbolise quelque part à la fois, quand on le penche, le symbole de l'infini, quelque chose qui recommence, mais elle symbolise également la cohérence. Et c'est un chiffre en tout cas que nous on aime beaucoup. Donc voilà un petit peu pour la cohérence, c'est ce dont on va parler ce soir, ce dont on va parler aujourd'hui dans cette webconférence. Donc, vivre en pleine cohérence, c'est tout un art. Donc, on a parlé dans la première webconférence de l'art, qui est un talent, une habilité à se dépasser, à sublimer, transformer ce qu'on sait, ce qu'on est, de manière consciente. Dans cet art, c'est un art d'oser s'accomplir, donc se réaliser complètement, et ça de manière authentique et alignée. Authentique, c'est-à-dire qu'on est soi-même. On ne subit pas ce que les autres veulent nous contraindre, nous obliger à être autre chose, à nous conformer, à nous enfermer dans une boîte. On est réellement ce qu'on est et à l'exprimer pleinement en étant aligné. Donc aligné veut dire qu'on soit bien en phase avec ce qu'on est et ce qu'on fait, avec ses valeurs, avec ses convictions et son potentiel pour remplir sa vie. Et c'est dans ce sens, c'est de la complétude. On remplit notre vie, on donne un sens à notre vie, on donne de la substance de notre vie, de la vie, réellement, et rempli, au lieu de se vider à l'extérieur, alors que en se remplissant de l'intérieur, on va interagir beaucoup mieux avec l'extérieur. Mettre cette liaison qu'on a parlé dans la définition entre l'intérieur et l'extérieur et de manière authentique. Donc, je me définis comme stratège de vie et je pratique les arts du Tao
un ensemble de disciplines. J'ai commencé par faire des arts martiaux, qui m'a permis de comprendre la douleur, de sortir de ma zone de confort, d'avoir du courage, d'avoir un esprit combatif et de connaître des bonnes postures, connaître un petit peu mon corps. Je voulais soulager les souffrances physiques et je voulais connaître les mécanismes. Grâce à la médecine chinoise, j'ai pu connaître la circulation d'énergie et les déséquilibres d'énergie qui pouvaient impacter sur le corps, le cœur et l'esprit. J'ai rajouté du thérapeutique, qui est une thérapie énergétique qui vient du chamanisme ancien chinois et qui permettait, grâce à des soins énergétiques et d'exercices corporels, ainsi qu'un travail sur le psycho-émotionnel, d'aligner le travail beaucoup plus interne. J'ai aussi pratiqué de la méditation et de la chimie interne pour comprendre le processus d'énergie, comment elle se transformait et comment elle se transmutait en moi et à l'extérieur de moi, et les changements qui opéraient. Ça permettait de comprendre l'alignement interne entre l'esprit, le cœur et le corps, les 3 dimensions de l'être. Mais ces 3 dimensions étaient importantes aussi d'interagir avec l'extérieur grâce à la métaphysique chinoise. C'est une série d'arts de positionnement et du timing dans l'espace et le temps. Donc l'homme doit se trouver aligné entre l'espace et le temps pour agir au bon moment, au bon endroit. Il travaillait sur l'interne et l'externe, entre le microcosme et le macrocosme. Pour réaliser ça, il fallait une approche stratégique. Et dans ce sens, l'art de la guerre, entre autres, de Sun Tzu, permettait de baliser un chemin et de préparer le processus de manière beaucoup plus fluide, plus souple, pour gagner du temps et l'énergie pour atteindre plus rapidement ses objectifs. Et en ce sens, j'ai osé me dépasser en allant sur le web pour apporter mes connaissances, mon expérience pour aider les hommes et les femmes à évoluer en cohérence pour une vie pleinement épanouie. Et j'ai utilisé tous mes potentiels, tout ce que je connaissais, pour donner un Tao plus accessible, plus simple, plus dynamique et adapté au temps moderne, au temps dans ce contexte de changement. Et donc pour ceux qui regardent la webconférence et qui ne nous connaissent pas encore, qui nous rejoignent sur ce chemin, eh bien je m'appelle Kevin. Alors coach polymorphe, c'était quelque chose qu'on avait défini avec beaucoup d'humour avec Hop, dans le sens où j'accompagne tant des gens sur du coaching personnel que du coaching professionnel. Je suis un ancien restaurateur, j'ai aussi fait de l'événementiel, du service, mais également de l'animation, de l'informatique. Donc j'ai un parcours qui pourrait sembler assez diversifié, mais quelque part il y a quand même beaucoup de cohérence, puisque l'informatique c'est aussi le travail sur des programmes informatiques qui ressemblent fortement à nos propres programmes internes. La restauration c'est le sens du service. Et ça demande beaucoup d'humilité, ça demande de grandes qualités humaines, en tout cas ça demande d'en développer énormément. L'événementiel, c'est aussi de l'organisation, c'est mettre les uns et les autres en cohérence, les faire intervenir dans le bon ordre, au bon endroit, au bon moment. Donc ça demande aussi le sens du timing. Et je suis passionné de savoirs ancestraux, d'histoire, depuis mon plus jeune âge. J'ai été passionné du Seigneur des Anneaux, de science-fiction, d'heroic fantasy, ça c'était quand j'étais plus jeune. Mais je me suis intéressé à ces savoirs ancestraux assez rapidement. Ça m'a toujours passionné. Mes expériences ont fait que je me suis aussi passionné pour le développement humain. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très central dans ma vie avec l'hôtellerie-restauration. Il y a beaucoup de conflits à gérer, tant avec les équipes qu'avec les managers, qu'avec les clients. Donc, je voulais comprendre ce qui se passait et ce qui était en train de se jouer. Et donc, ça a été un fil conducteur dans ma vie pendant très longtemps et durant toute la première partie de ma carrière. Et puis je me suis réorienté, je me suis certifié, en tout cas, j'ai passé une certification de coaching avec la Fédération internationale. Et quelques mois après avoir passé cette certification de coaching, j'ai eu la chance de rencontrer Hop
sur des sujets très professionnels, et puis on a décidé de travailler ensemble en tant que partenaire sur ce projet Code Tao, et en tout cas sur ces 5 webconférences. Ça m'a demandé d'ajuster ma posture, ça m'a demandé de redéfinir mon coaching. Je me suis rendu compte que le coaching aussi pouvait avoir des limites que le Tao pouvait explorer. Et donc l'aventure est juste incroyable et fantastique. Et en termes de potentiel, eh bien, ça m'a permis d'aller me retrouver dans l'écriture, de me retrouver dans l'expression orale, puisque j'ai fait beaucoup de théâtre aussi quand j'étais jeune. Donc je me reconnecte à mes premiers amours et je vois à quel point ça fait du bien. À l'époque, on m'a dit oui, mais le théâtre, ça fait pas vivre. Eh bien, aujourd'hui, bon, c'est plus du théâtre, mais c'est une autre forme. Et puis, quelque part, c'est passionnant et ça développe beaucoup de choses. Alors, pourquoi cette conférence ce soir? Dans quel contexte est-ce qu'on vous livre cette conférence? À chaque conférence, on y revient, on y retourne. On est dans une société qui paradigme. On pourra en parler pendant des heures et l'expliquer de plein de regards différents, tant sur le coaching, mais on a aussi le Tao qui explique quelque part qu'il y a un changement permanent qui est présent, et c'est d'ailleurs la seule chose qui soit présente en permanence, eh bien c'est cette impermanence. Et dans cette impermanence, eh bien il y a des choses qui rentrent en contradiction. Eh bien c'est des choses qu'on voit très clairement en ce moment dans l'environnement actuel et dans nos sociétés. On dit A et puis on fait B. Ça se passe au niveau d'un État, ça se passe au niveau d'une société, ça se passe au sein d'une ville, ça peut se vérifier aussi dans notre environnement familial, et puis ça se vérifie aussi à notre propre niveau, à l'interne. Qui ici n'a jamais vécu une situation paradoxale, une situation où on n'est pas rentré en contradiction? Alors bien sûr, l'idée c'est bien sûr qu'on a des contradictions puisqu'on doit s'ajuster au changement. Donc il y a un moment où on va rentrer en contradiction. Mais cette contradiction va nous demander de revenir en cohérence. Et quelque part, le chemin qu'on vous propose, bien c'est premièrement d'apprendre à vivre avec ces contradictions, puisque toute personne qui n'en a pas est quelqu'un qui est déjà très très réalisé. Et bon, quelque part, elle doit sûrement être en train de faire de grandes choses. Et elle n'est peut-être pas là ce soir en train de nous écouter. Et encore, je dis ça, pourquoi pas. Mais donc vivre aussi avec nos propres paradoxes. Des fois, on a une valeur qui va rentrer en conflit avec une autre valeur. Et comment est-ce qu'on gère ce paradoxe? Et bien sûr, comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un monde qui manque cruellement de cohérence aujourd'hui et qui a besoin de retrouver sa cohésion? Eh bien, ça va être le sujet de cette conférence ce soir. En tout cas, on va tenter de répondre à ces questions du mieux que nous pouvons avec le temps qui nous est imparti ce soir. Donc, pour commencer, il faut déjà prendre conscience de ces paradoxes. Quand on a pris conscience de ces paradoxes, il faut les assumer. Et on ne vit pas dans le déni, on ne vit pas, on le regarde tel quel, on essaye d'être au clair avec soi-même, de pas se raconter des scénarios, et donc de les accepter que ces paradoxes sont là et comment on peut les résoudre. Et donc on va essayer de prendre nos responsabilités par rapport à ces paradoxes et de trouver des solutions par rapport à ces paradoxes, d'avoir pris conscience et de les accepter, de se mettre au clair avec soi-même. On essaye de le manifester, de le réaliser, comme on avait parlé dans une précédente webinaire et dans les vidéos qu'on a fait, faire une liaison entre le savoir-être et le savoir-faire. C'est faire ce qu'on pense et penser ce qu'on fait et le réaliser vraiment, et pas juste juste dans la pensée. Il faut que ça se manifeste vraiment concrètement. Sinon, à ce moment-là, on crée des paradoxes, des contradictions pour le regard des autres, le jugement des autres, et on se réalise pas complètement. On perd notre authenticité, on perd tout ce qu'on a aux dépens des autres, et on se vide progressivement de ce qu'on est. Après, on perd le sens de notre vie. Notre sens n'a plus de vie. On trouve plus nos repères parce que on est déconnecté de ce qu'on est.
Donc, pour être cohérent, il faut réaliser, comme le Tao indique, l'équilibre entre le yin et le yang, entre nos pensées et nos actes, nos actions, et en ce sens, on devient congruent. Et on va tendre vers cette congruence pour avoir une vie pleinement épanouie. Étant soi-même, ça permet à la circulation de l'énergie d'être plus fluide en faisant ce qu'on aime, ce qu'on fait, et assumer ce qu'on fait, ce qu'on pense. On a plus d'envie, plus de motivation, plus de tout, plus on se libère complètement. En se libérant, on crée une fluidité, on crée la circulation reprend ses droits, comme une rivière où il y avait un obstacle. Quand on lève cet obstacle, la rivière elle coule de source et tout semble beaucoup plus facile. Cette fluidité permet aussi d'ouvrir le champ des possibilités. Ce qui était un obstacle, ce qu'on pensait qui nous bloquait, une situation difficile, le fait de mettre les choses en cohérence l'un avec l'autre, ça crée directement, ça s'emboîte et tout coule de source. Et c'est en ce sens, être cohérent permet vraiment de s'améliorer, de se dépasser et de s'ouvrir vraiment à d'autres possibilités qu'on n'imagine même pas. Et ce champ est on rentre en connexion avec le champ extérieur qui va faire qu'on va réaliser ce qu'on pense et ce champ va nous aider vraiment à le concrétiser. Et quelque part, imaginez juste cette situation et imaginez juste la situation suivante. Si tout au long de votre journée, ressentez-le, essayez de le vivre avec moi, fermez les yeux si vous avez besoin de vous centrer sur ce que je vais vous dire, essayez juste de ressentir tout ça. Si vous étiez en pleine énergie, et que toute la journée vous aviez un sentiment de joie qui se manifestait, que chaque activité que vous faisiez était motivante pour vous et que vous en tiriez un puissant épanouissement. Imaginez que de cet épanouissement puisse éclore une douce sérénité. Que les activités que vous meniez vous amenaient à développer votre propre créativité avec beaucoup de fluidité. Imaginez ça sur toute une journée complète. Déjà, comment vous sentez-vous? Quel est le potentiel qui vous est offert grâce à cette énergie sur une journée? Et à l'inverse, une journée que vous démarrez mal, sur le mauvais pied quelque part, avec de la mauvaise humeur, un peu de colère, où vous sentez que ce que vous faites, c'est pas ok pour vous et que vous sentez une crispation. Regardez comment vous vous sentez déjà dans votre corps quand je suis en train de vous parler de ça. Est-ce que vous sentez qu'il n'y a pas quelque chose de différent qui est en train de se produire? Imaginez qu'au lieu de cette sérénité, il y a de la crispation, que vous êtes bloqué dans ce que vous faites, qu'il n'y a pas d'ouverture, donc pas de créativité, que toutes les choses sont compliquées et qu'il n'y a pas cette fluidité. Cette fois-ci, comment vous sentez-vous? Et c'est intéressant, et je lisais hier j'entendais hier une conférence avec un médecin assez célèbre. Il parlait de deux effets. Deux effets. Il y a l'effet placebo, il y a l'effet nocebo. Eh bien, l'effet placebo, quelque part, on sait très bien, ça a été prouvé par la science, qu'il y a quelque chose qui ouvre et qui active certaines zones de notre cerveau qui nous sont très bénéfiques et qui peut nous aider à vivre avec plus de sérénité. C'est aussi prouvé par les neurosciences. Et l'effet nocebo, au contraire, quand on nous donne des choses pessimistes, quand on nous livre des choses pessimistes qui sont sans espoir pour nous, eh bien, ça ferme certaines zones de notre cerveau. Donc déjà, il y a vraiment tout un état d'esprit à avoir pour ouvrir ce champ des possibles, pour acquérir cette fluidité. Donc c'est important déjà de commencer sa journée et de se mettre dans cette pleine énergie. Et voilà, c'est moi qui ai choisi de faire ce que je fais aujourd'hui. Je suis responsable de là où je suis aujourd'hui. Eh bien, j'ai de la gratitude pour là où je suis. Quelque part, on est déjà en vie, donc c'est quelque chose d'assez incroyable, assez phénoménal. Et donc,
laissez manifester cette joie, laissez de l'épanouissement, laissez cette place à ces choses-là dans vos journées, et vous verrez déjà que le potentiel qui vous est offert est bien supérieur à une journée où vous êtes dans le pessimisme, où vous n'êtes pas du tout dans la gratitude, où vous êtes fermé plutôt qu'être ouvert à ce qui se produit, où vous n'avez pas de vigilance à ce qui se passe dans la journée, à ce qui peut se produire, à ce qui peut s'ouvrir à vous. Voilà. Donc déjà, c'est une première proposition. Imaginez, ressentez déjà ce que peut vous offrir juste le fait de penser à cette pleine énergie, cette joie, cet épanouissement. Eh bien ça déjà, vous pouvez le reproduire. Et donc là, vous n'êtes pas que dans la tête, vous êtes aussi dans le corps et également sur le plan émotionnel. Et donc du coup, on avait parlé de métamorphose et là, on va parler de transformation. Quelque part, c'est deux choses différentes. La transformation fait partie du processus de métamorphose. Donc transformation, c'est changer de forme. Eh bien, il y a beaucoup de gens dans le développement personnel, dans nos milieux, qui nous disent il faut commencer par manger bio. Alors bien sûr que c'est important de bien nourrir son corps. Mais est-ce que c'est suffisant de manger bio si on a des pensées qui nous sont nocives et toxiques toute la journée? Est-ce que c'est suffisant de faire du yoga si on s'entoure avec des personnes qui sont toxiques pour nous? Est-ce que c'est suffisant d'avoir de belles idées si on ne va pas les concrétiser derrière? Ça s'appelle « faites ce que je dis mais pas ce que je fais ». Et quelque part, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues dans le milieu de l'entreprise. On dit qu'un manager doit être exemplaire pour cette équipe, au même titre qu'un capitaine ou qu'un chef d'entreprise. Si vous demandez à des gens autour de vous de faire quelque chose que vous n'êtes pas capable de reproduire vous-même, ça va être très compliqué et vous allez vivre ces contradictions et ces conflits également à l'interne. Et puisque les gens vont vous renvoyer quelque part, va être négatif en conséquence. Donc déjà, prendre conscience de ces contradictions fait partie du processus de transformation. Parce que quelque part, quand on va prendre conscience de ces contradictions et qu'on va vouloir aller vers plus de cohérence, on va irrémédiablement entraîner un processus qui est lié à la transformation. Les contradictions sont bien sûr extérieures, donc yang, et intérieures, yin. Et une fois qu'on en prend conscience, on peut déjà beaucoup mieux les accepter, les reconnaître et donc les transformer. Donc, le fait de les reconnaître et de les transformer, ça va entraîner une forme d'énergie, ça va entraîner quelque chose de moteur, et en ça, elles vont devenir une force transformatrice. On dit que le Tao, représenté par le yin et le yang, sont des forces contradictoires mais également complémentaires qui se transforment en permanence. C'est un signe qui est dynamique. Donc la transmutation vient d'un mot de la chimie qui transforme une essence ordinaire en extraordinaire. On parle du plomb, transformation du plomb en or. Donc c'est vraiment une matière qui est moins noble, une matière beaucoup plus noble. Et cette transmutation demande un processus lent, continu, et qui à un moment va se transformer, va changer la matière, l'essence même de cette substance pour devenir quelque chose de plus subtil, de plus évolué. Avec nos contradictions, face à des situations difficiles, on a tendance à s'agiter, à se disperser. Face à la peur, on est parfois dans le déni ou dans la victimisation. On refuse d'accepter ce qui se passe. C'est un réflexe du cerveau qui permet de se protéger, mais c'est un réflexe très primitif. Donc ces réflexes nous protègent, mais en même temps nous bloquent dans le processus d'évolution. Et ce processus fait qu'on rentre dans un cercle vicieux qui fait qu'on a des pertes d'énergie ou d'excès d'énergie qui se transforment de toute façon en perte d'énergie parce qu'on épuise, on s'épuise ou qui soit mal exploité. Et à fur et à mesure, cette énergie devient nocif et on s'empoisonne tout doucement et on rentre dans avec des comportements, des pensées négatives et on tourne en rond comme la petite souris qui tourne autour de la roue, qui tourne et qui ne s'en sort plus. Donc la dernière fois, je vous ai parlé de l'histoire de l'exercice nombril. À force de regarder trop le nombril,
on voit pas ce qui se passe autour. On perd notre vision, on restreint notre vision, on restreint notre écoute à d'autres possibilités. Et la transmutation, c'est d'abord de prendre conscience, de lever la tête, de trouver d'autres manières de penser, de réfléchir et d'aller vers les solutions. Et grâce à ça, on s'épuise beaucoup moins, on récupère de l'énergie. Cette énergie va être transmutée pour avoir une force de vie, pour avancer. Et donc, nous avons trop tendance aussi à faire cela avec nos contradictions, en ce qu'on est réellement et face à l'extérieur, transformer que pour les autres, par le regard des autres, le jugement des autres, et on se perd dans ce dédale. Grâce au Tao, vous allez pouvoir prendre conscience de toutes ces forces contradictoires et savoir qui vous êtes réellement pour pouvoir vous appuyer sur ces forces pour vous transformer, comme le yin et le yang. Et cette énergie, c'est une énergie qui est vectrice de vie, qui va vous amener vers le dépassement, vers la sublimation de ce que vous êtes réellement et sublimer votre vie. Et cet état va aller vers un état de plus en plus optimal. Alors bien sûr, comme dans chacune de nos webconférences, on va vous livrer quelques clés pour avancer sur le chemin, puisque c'est un chemin qu'on vous propose. Donc premier point, comment accepter et assumer nos propres contradictions. Ensuite, on vous parle des 3 dimensions, on en a parlé régulièrement, mais là on va vraiment aborder le sujet, comment travailler en 3 dimensions. 3 dimensions aussi bien internes que des dimensions qui soient externes. Et puis ensuite, on parle de vivre en pleine cohérence. Eh bien cette cohérence, elle se produit entre l'être et le faire. Je vous ai mis être et faire en minuscule, mais ça peut aussi l'être avec un E majuscule et le faire avec un F majuscule également. Et donc, premier point, très important, comment accepter ses propres contradictions. On a déjà parlé il y a quelques instants de la prise de conscience. Une fois qu'on prend conscience de quelque chose, c'est-à-dire qu'on ramène à un niveau inconscient quelque chose à un niveau conscient, donc devant notre propre vue. Et donc la métaphore de celui qui regarde son nombril, mais on peut aussi utiliser la métaphore de la caverne qu'avait décrit Platon, où on regarde son ombre et ce qui est projeté quelque part, donc on n'est pas dans un vrai champ de vision, on regarde quelque chose qui est complètement illusoire. Cette prise de conscience, cette lucidité, puisque la lucidité quelque part prend sa racine avec le mot lumière, c'est de la luminosité, la lucidité. Et bien donc ça nécessite premièrement d'avoir du discernement et de percevoir la situation telle qu'elle est, ni plus ni moins. Et donc ça demande d'être objectif quelque part, objectif sur la situation et sur ce qui se passe. Comment avoir du discernement? Eh bien à un moment donné, on peut vivre la vie à fond quelque part. C'est être associé à ce qui se passe, associé à ce qui se produit. C'est comme quand on est dans un parc d'attractions et qu'on est dans les montagnes russes. Mais il y a des moments où il faut savoir aussi prendre du recul. Et quand on prend du recul, on se dissocie de la situation. Eh bien, c'est prendre du temps pour nous, vivre d'une manière un peu plus yin, prendre le temps des fois d'écrire. Quand on écrit quelque part, on ancre quelque chose et on s'en rappelle beaucoup mieux et on initie un processus. Et quand on écrit, eh bien la première chose à faire, eh bien c'est être honnête avec nous-mêmes et ne pas se mentir. Et c'est là qu'on parle d'avoir quelque part aussi du discernement sur la situation. On dit qu'un des plus grands obstacles du développement personnel, de l'évolution personnelle, eh bien c'est le mensonge. Alors bien sûr, pas le mensonge tel qu'on le décrit, mais le premier mensonge, et ça c'est celui qu'on se fait à nous-mêmes, quand on dit que ça va bien alors que ça ne va pas, quand on dit qu'on est aligné avec ses valeurs alors qu'il y a quelque chose qui est complètement désaligné. Donc déjà, prise de conscience et avoir du discernement et donc prendre du recul sur sa situation. La deuxième chose, ça va être de prendre ses responsabilités. Responsabilité sur quoi? Sur chacune de ces contradictions observées. Pourquoi prendre ses responsabilités? Eh bien, quelque part, on est responsable à 100% de ce que nous faisons et de ce que nous choisissons. Nous avons notre libre arbitre qui peut s'exercer en permanence. Après, il y a une chose qui se diffère, c'est quel est le niveau de conscience que nous avons sur la situation que nous sommes en train de vivre.
Bien sûr, si nous agissons avec nos schémas répétitifs et que nous sommes en train de reproduire un scénario, on va dire, bah oui, mais je l'ai pas choisi. Non, nous ne sommes pas donné les moyens de le choisir et d'avancer vers ce que nous aimerions être. Donc quelque part, la deuxième clé pour accepter ces contradictions, c'est de prendre ses responsabilités sur les contradictions qui ont été observées. Le troisième point, quelque part, ne pas assumer toutes les causes. Quand on est responsable, on pourrait dire quand il y a une situation qui se produit, il y a deux choses. Il y a la cause et il y a l'effet. Et bien souvent, nous subissons l'effet et sans en accepter la cause. Si on remet en question la cause qui a produit l'effet et qui fait que nous en sommes arrivés là, et bien sûr, c'est une systémie, c'est quelque chose du complexe, et bien c'est là que nous pouvons admettre que nous avons 100% de responsabilité sur ce qui s'est produit. Alors je vais mettre un bémol. Quand nous sommes enfants et jusqu'à nos 3-4 ans, effectivement, nous n'avons pas beaucoup le choix. C'est-à-dire que nous avons des parents qui ont régi notre vie à notre place. On n'a pas les moyens d'agir concrètement, on n'a pas les moyens de se défendre. C'est pas nous qui choisissons de quoi on se nourrit. Donc quelque part, il y a une forte dépendance à un environnement familial. Eh bien, c'est ce terreau-là qui bien souvent va nous conditionner d'une certaine manière. Et je vais y revenir un peu plus tard avec une vision qui est celle de l'analyse transactionnelle. Eh bien, si nous considérons que maintenant, aujourd'hui, nous sommes tous adultes et que nous avons les moyens d'intervenir dans la matière, d'agir, de choisir, de décider, eh bien là, nous commençons à prendre nos responsabilités. Eh bien, quand nous acceptons de prendre que 100% de ce qui nous arrive aujourd'hui est de notre domaine de responsabilité, eh bien, quelque part, nous commençons à accepter ces contradictions et nous commençons à aller vers une transformation et plus de cohérence. Surtout si nous commençons à agir et à régler. C'était le sujet du webinaire précédent, mais en tout cas, à dépasser nos peurs, à dépasser les obstacles qui sont sur notre chemin. Et souvent, accepter ces contradictions, mais il y a une chose qui est importante aussi à retenir, c'est que ne rien faire peut être une décision en soi. Donc c'est-à-dire quand on subit les choses, quand on accepte une situation et qu'on accepte qu'elle se pourrit, quelque part c'est quelque chose que nous avons décidé. Alors peut-être pas d'une manière consciente, peut-être d'une manière inconsciente, en tout cas oui, c'est assez inconscient de laisser une situation se détériorer. Donc si vous êtes dans une situation aujourd'hui qui vous est complexe, qui vous pourrit, qui vous atteint, qui est toxique pour vous, si vous ne faites rien, c'est de votre responsabilité. Et en soi, c'est une décision que vous avez prise. En tout cas, vous pouvez décider de la changer dès ce soir, dès aujourd'hui, et décider de commencer à changer cette fameuse rivière, cette fameuse ligne du temps, ce fameux champ de possible. Si vous tournez votre regard vers une autre solution, dès que vous commencez à faire ça, vous initiez quelque chose qui est puissant et qui vous permet de vivre la vie d'une manière différente. Alors, ce qui est très intéressant dans ces conférences et ce qui nous arrive, c'est la vision à la fois de l'accompagnement moderne et donc pour moi du coaching, mais pas que, puisque le coaching utilise tout un tas d'outils et je n'ai pas la science infuse sur tous ces outils. Et on s'est rendu compte très rapidement de quelque chose, c'est que le coaching et le Tao utilisent cette même notion de 3 dimensions. Le premier outil le plus puissant, et je dis bien le plus puissant qu'on nous apprend en coaching, premièrement, c'est qu'il y a un processus de transformation qui passe par le fait de définir des objectifs, d'explorer une réalité, pour créer ensuite un plan d'action et ensuite de s'y engager. Donc déjà, l'objectif, souvent c'est quelque chose de très mental. Quand on explore la réalité, il y a quelque chose qui est très émotionnel. Et quand on crée un plan d'action, on s'engage et puis on va dans une dimension du corps. Pour ça, on s'appuie sur ce qu'on appelle l'index de conscience. Et donc pour ça, pour l'illustrer, 3 niveaux de conscience. On ne parle pas, nous, esprit, cœur, corps. On est un peu plus factuel sur le terme qu'on utilise. On dit tête, cœur, corps, parce que ça se dessine plus facilement sur un bonhomme. Et donc tête, cœur, corps, on a tous 3 réservoirs d'énergie. On en a un qui est très mental, on en a un qui est très émotionnel,
et on en a un qui est très corporel. Et pour ça, bien, on peut très facilement illustrer quelque chose qu'on a tous vécu à l'adolescence, c'est quand on passait un concours ou un examen. Eh bien, quand nous passons un concours et un examen, on peut être prêt au niveau mental. On a bien révisé nos cours, révisé par cœur, et puis si on est perfectionniste ou qu'on a peur d'échouer, eh bien, on va peut-être même un peu trop réviser. On va peut-être en faire un petit peu trop, et du coup, on va se coucher trop tard. Et du coup, le corps ne sera pas assez reposé le jour de l'examen, et la mémoire sera moins fraîche, et quelque part, on a déséquilibré quelque chose qui est au niveau du corps. Et puis si on a peur de réussir, si on a peur d'échouer, si on a peur de se faire manger à l'oral, eh bien là c'est l'émotionnel qui va rentrer en jeu. C'est ce qu'on appelle faire une crise d'angoisse ou faire une crise de panique. Et s'il y en a un qui est déséquilibré le jour de l'examen, eh bien on va voir que même si on a tout mis et qu'on est à bloc sur un des réservoirs, eh bien il y a l'autre qui est vide, eh bien va faire pencher la situation d'un autre côté. Et puis ensuite, il y a un deuxième outil. C'est même pas un outil, hein, c'est un modèle qui est même utilisé par les thérapeutes. Eh bien, c'est un outil qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Analyse transactionnelle parce que nous faisons des transactions les uns et les autres en permanence. Et nous sommes responsables de nos propres transactions, en tout cas de celles qu'on initie et même de celles qu'on reçoit. Du coup, enfin, ça, on peut aller voir cette dimension-là, mais je vais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Mais en tout cas, on dit qu'il y a 3 états du moi. Il y a celui du parent, il y a celui de l'adulte, il y a celui de l'enfant. Le parent, c'est celui qui fixe le cadre, qui fixe les normes. C'est celui qui dit il faut, on doit. C'est celui qui va aussi protéger l'enfant, donc qui va peut-être être nourricier, qui va se soucier des besoins des autres. Donc c'est, on va dire par exemple dans un modèle de management très paternaliste, eh bien on va appeler ça le parent nourricier. Et puis il y a l'enfant. L'enfant, c'est celui qui est dans l'émotion. Et puis il y a plusieurs types d'enfants. On dit qu'il y a l'enfant libre et l'enfant créatif. Alors ceux-là, ils sont excellents. Moi, j'adore. Il n'y a pas de bon niveau ou de mauvais niveau en analyse transactionnelle. C'est des différents états du moi, mais ils peuvent tous servir à quelque chose. Après, ça dépend comment on les utilise. Mais il y a ce qu'on appelle donc l'enfant libre, l'enfant créateur. Eh bien, lui, il est dans l'émotion, il est dans la joie. Si ses besoins ne sont pas satisfaits, il peut se mettre à pleurer. Et l'enfant créatif, il aime créer, il aime dessiner, il aime créer de nouveaux systèmes. Alors il n'a pas la pensée de l'adulte ou du parent, donc ça peut partir dans tous les sens. En tout cas, c'est très très agréable à voir et à s'exprimer. Et puis on a aussi l'enfant soumis et puis l'enfant rebelle. L'enfant rebelle, il va se mettre en opposition à un parent normatif qui lui dit il faut et lui dit non, moi j'ai pas envie. Et puis l'enfant soumis, il va dire ok, je vais le faire. Donc voilà, on est sur 3 niveaux d'analyse transactionnelle. Un niveau émotionnel avec l'enfant, on a une dimension mentale avec le parent, et puis l'adulte, eh bien c'est celui qui va se mettre en action, c'est celui qui va s'engager de manière pragmatique avec l'enfant et le parent réunis. On dit souvent que quand on doit mener un projet à un moment donné, on dit j'ai envie, il faut que je le fasse, et bien maintenant je le fais, et l'adulte se met en marche. Voilà pour la vision du coaching sur ces 3 dimensions. Et donc les 3 dimensions du Tao, pour commencer, dans la partie interne de soi, qui est en lien avec les mêmes dimensions qu'en coaching, qui est l'esprit, le cœur et le corps. Et ces 3 dimensions doivent être harmonieux entre eux pour créer un alignement complet. Et donc l'exemple le plus parlant, c'est celui du sportif de haut niveau, qui, pour atteindre ce haut niveau, il doit déjà avoir une idée de ce qu'il fait, décider de ce qu'il veut faire. Il s'implique émotionnellement, il se met à fond dans ce qu'il fait et il le réalise. Et il s'entraîne et il se met en action et il réalise ce qu'il fait chaque jour, petite touche par petite touche. Et c'est comme ça qu'il arrive à des niveaux. Et quand il y a des obstacles, des difficultés, il se réajuste, il s'adapte. Et en faisant ça, il s'améliore jour après jour. Et il avance de plus en plus vite et de mieux en mieux. Il peut le faire que si il réaligne toutes ces 3 dimensions et dans la manifestation concrète. L'autre exemple, c'est aussi les formations. Beaucoup de gens font des formations, formation sur formation,
ça reste dans le domaine à un moment du mental. Ils essayent après de le concrétiser, mais c'est pas facile parce que ça demande beaucoup d'implication ou mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage au début. Et à un moment, ça devient trop compliqué, trop dur. Et du coup, les formations, on en fait et puis on laisse de côté. Et ces formations, du servent à rien ou peu. Et on essaye de trouver d'autres formations pour compenser cela. Et c'est consommation de formation sur formation. Et tant qu'on concrétise pas, et tant qu'on ne s'engage pas, et tant qu'on réalise pas tout ce qui a été donné, on n'arrive pas à être cohérent en ce qu'on voulait au départ et ce qu'on veut atteindre. Et c'est en ce sens qu'il faut vraiment bien aligner ces trois dimensions pour se réaliser, pour s'accomplir et pour atteindre ses buts. Si on veut atteindre son but, il faut vraiment y mettre du sien. Quand on y met du sien, on met de l'énergie, une énergie de manière équilibrée évidemment. Il ne faut pas le faire n'importe comment ou excessivement. C'est toujours le curseur de cet équilibre du yin et yang. On en fait trop ou trop peu et on le concrétise. On essaye. Si on se trompe, on se réajuste, on s'adapte, on change les paramètres pour aller de plus en plus vers un état optimal, d'aller vers une meilleure version de plus en plus. Ah, c'est marrant, hein, alors, je vais pas donner de nom bien sûr, mais j'ai rencontré des personnes dans le milieu où je travaillais précédemment, donc dans le milieu de la formation en ligne, puisque je formais, je coachais et je conseillais j'intervenais sur 3 postures différentes avec des clients. Certains avaient dépensé un programme d'une somme mais vraiment excessive. On était de l'ordre de 5 000 €, donc c'était un programme de qualité. Mais ils avaient en même temps 2 autres programmes, 2 autres coachs sur le côté. Et donc, quand quelqu'un lui disait A, il faisait A, puis quelqu'un lui disait B, il faisait B, quelqu'un lui disait C, il faisait C. Et bien sûr, il faisait ça pour se donner des chances de réussir. Donc l'intention, quelque part, on n'a pas à la remettre en question. Il avait sûrement un bel objectif à la base. Mais par peur du manque, par peur d'échouer, il avait pris plein de programmes et il empilait les choses et il n'y avait plus aucune cohérence en lui-même et il était complètement perdu finalement et il s'oubliait complètement lui-même. Il n'arrivait même plus à piloter son projet tellement il y avait des nuances. Et moi-même en tant que coach, j'avais beaucoup de mal à accompagner cette personne-là parce que il y avait trop de choses autour de lui et ça commençait à devenir compliqué. Il s'engageait sur un plan d'action et puis après il réalisait autre chose. Donc c'est juste pour dire effectivement, faut pas se perdre non plus dans toutes ces choses-là et dans un aspect mental, faut aussi rester focus et s'engager dans ce qu'on fait. Sinon, on n'a aucune chance d'y arriver, c'est évident. Voilà. Après avoir mis en alignement les 3 dimensions de l'être, à l'interne, la partie yin, il faudra aussi mettre la cohérence dans les 3 dimensions externes, la partie yang, qu'on appelle le ciel et la terre, et l'homme qui se trouve au milieu, qui est en fait le libre arbitre, l'action. Le ciel, c'est en lien avec le temps et le timing, et la terre, l'espace et l'environnement, le contexte, le lieu de vie, le contexte humain, économique, social, politique, le climat, le terrain qu'on appelle ça. Il faut s'aligner entre cet espace-temps en utilisant notre libre arbitre et l'action qu'on va le faire au bon moment, au bon endroit. Et on doit bien s'adapter à ces contraintes-là. Ça veut dire que si on a un projet et qu'on veut le réaliser demain, ce sera pas possible. Il faut s'adapter aux contraintes du temps. Le temps nécessaire pour dessiner son projet et le chemin qu'on va le faire et comment on va le faire, ça prend un certain temps. Donc, même si on voulait que ce soit demain, ce ne sera pas possible. Et c'est ce contrainte de temps où on est pris. Et dans le contrainte aussi du contexte, c'est-à-dire que même si on voulait réaliser un projet, il faut aussi qu'on ait les moyens nécessaires ou les personnes nécessaires qui puissent vous aider, ou bien si vous êtes entouré par des gens toxiques, des gens qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'avancer, ou bien que vous le faites pour des mauvaises raisons, cet environnement négatif peut vous empêcher d'avancer. Et
et donc vous paralyser et vous empêche de passer à l'action et d'utiliser votre libre arbitre. Et donc cet alignement est nécessaire pour réaliser dans les 3 dimensions entre l'interne et l'externe. Il faut que la cohérence entre les deux soit bien alignée, et c'est comme ça qu'on parle aussi de synchronicité, comme si tout tombait au bon moment avec les bonnes personnes au bon endroit, et tout est fluide quand tout est bien aligné pour ce qu'on voulait réaliser se réalise. Alors, entre savoir-être et savoir-faire, le savoir-être, c'est tout simple. C'est ce que l'on est. Alors, vous allez me dire, oui, peut-être un peu trop simple, vous aimeriez peut-être en savoir un peu plus. Eh bien, quand on parle de savoir-être, eh bien, par exemple, en entreprise, on va parler de soft skills. Et les soft skills sont des savoirs comportementaux. C'est ce qu'on pourrait appeler la partie yin, donc savoir-être. Par exemple, savoir travailler en équipe, ça demande quelque part de l'être, c'est au-delà du faire. Alors bien sûr, il y a un petit peu de savoir-faire dans le travail en équipe. Par exemple, animer une réunion, il y a un peu de savoir-faire, il y a des choses qui s'apprennent. Mais si quelque part on n'est pas capable de maîtriser certaines de nos émotions, par exemple, j'ai participé à un projet de création d'oasis, donc des espaces de lieux autonomes. Eh bien souvent, ce qui bloquait l'avancée de ces projets vraiment avec de belles portées et une belle intention, eh bien c'était qu'il y avait un manque de savoir comportemental. Nous n'arrivions pas à nous écouter forcément les uns les autres, à nous mettre d'accord. On n'était pas capable de mettre un petit peu d'ego de côté au service du projet. Donc quelque part, il nous manquait du savoir comportemental. On dit dans le coaching qu'il faut aligner notre identité, donc ce que l'on est profondément, et donc là on va parler de mission, nos convictions, et en face des convictions, on va retrouver aussi les croyances limitantes, donc c'est important d'avoir les bonnes convictions, de savoir ce en quoi on croit. Si on a un projet mais qu'on n'y croit pas, ça va être un peu compliqué à le mener en avant. Et on parle aussi d'alignement avec notre niveau de valeur. Et on va donc parler entre les valeurs et les compétences, eh bien, il y a quelque chose qu'on appelle les soft skills. Et donc, ce savoir-être va représenter notre capacité, notre manière de nous ajuster en tant qu'être humain, et donc de modifier nos comportements pour aller respecter nos valeurs, ses convictions, notre identité. Et donc c'est très important quand on mène tout projet de vie. Hein. Moi, j'accompagne des entrepreneurs, donc je parle souvent de projet entrepreneurial, mais c'est valable vraiment pour n'importe qui ici. Si vous voulez construire une maison, par exemple, si vous vous adressez mal à votre agent immobilier et alors que la maison vous plaît, ça peut être dommage de rentrer en conflit avec lui. Il va peut-être avoir envie de la vendre à quelqu'un d'autre. Pareil, si vous êtes rentré en conflit avec un propriétaire, mais ça se passe vraiment dans tous les domaines de la vie. Donc on va parler d'agilité face aux situations que nous rencontrons. Il y a un grand monsieur qui s'appelait Albert Einstein qui disait « Ne soyez pas un homme de succès, soyez un homme de valeur ». Eh bien, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et donc, on a parlé de savoir-être. Maintenant, parlons un petit peu de savoir-faire. Le savoir-être, avec ce que je viens de vous dire, eh bien, est plus important que le savoir-faire. Mais les deux sont en cohérence. Un bon savoir-être va décupler le savoir-faire. Donc bien sûr qu'après, on va utiliser ce savoir-faire, on va aller dans la répétition, on va apprendre à mieux maîtriser. Un artisan, combien de gestes il a fait. On dit qu'avant d'apprendre à marcher, on est tombé au moins un bon millier de fois. Donc la chute, quelque part, est un excellent apprentissage. Mais donc, quelque part, ça demande aussi du savoir-être, puisque apprendre dans l'échec, c'est du savoir-être. Donc, le savoir-faire, c'est ce que l'on sait faire, c'est tout ce qu'on va déployer pour faire quelque chose, et donc pour matérialiser quelque chose. On dit que dans le processus de création, ça part d'abord d'une idée, de quelque chose qui est mental, et puis après, on va lui mettre des couleurs émotionnelles, on va mettre de la substance, on va mettre des belles choses. Un artiste met beaucoup d'émotions dans ce qu'il fait. Un bon comédien, quand il joue bien un rôle, on dit bien qu'il arrive à retransmettre une émotion. Puis après, on le réalise dans la matière. Et donc là, on arrive dans la partie yang.
Et donc, dans les niveaux logiques, en coaching, je vous ai parlé de l'identité, des convictions et des valeurs. Et bien, juste en dessous, on va retrouver nos capacités, nos compétences, ce que l'on va faire et dans quel environnement on va le réaliser. Donc, ce savoir-faire représente également l'habilité et donc toutes les expériences que vous avez accumulées au fur et à mesure de votre vie dans l'exercice et vos activités. Petite expérience assez marrante, hein. Je suis un ancien serveur, hein. C'est là que j'ai commencé ma carrière d'hôtellerie-restauration. J'ai commencé avec le premier métier, après j'ai progressé vers le management. Mais même quand j'ai encadré des équipes, donc j'étais plus un niveau de serveur, j'étais un niveau de maître d'hôtel, mais j'étais le meilleur porteur d'assiettes parce que quelque part, par expérience, j'avais acquis une forme d'excellence dans le fait de tenir des assiettes, de servir. J'avais un geste précis quand je mettais une fourchette sur une table. Et donc les autres serveurs regardaient ça, disaient mais voilà, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il est quoi, quelque part, il l'incarne vraiment. Il y avait des managers par contre qui arrivaient, qui n'avaient pas fait leur classe et qui n'étaient pas passés par la case du service. Donc non seulement ils l'incarnaient pas dans l'être, mais en plus de ça, ils étaient incapables de faire. Donc ils demandaient aux gens de mettre des couverts alignés, puis quand ils les posaient même sur une table, les couverts n'étaient pas alignés. Donc quelque part, l'être et le faire sont très importants et sont très intimement liés. Voilà, donc savoir-être amplifie le savoir-faire. Et donc l'idée, c'est d'avoir les deux, tout simplement. Et donc, et il faut donc mettre cette cohérence entre savoir-être et savoir-faire. Dans cette société où tout va très vite, tout change très vite, on met le savoir-faire avant tout, avant le savoir-être. Et le savoir-être, notre individualité, notre diversité, notre authenticité disparaît complètement à travers ce savoir-faire. Et on se déséquilibre. Comme je vous ai dit, que le savoir-faire a un lien avec l'énergie yang et le savoir-être a un lien avec l'énergie yin. Si vous mettez trop d'excès dans l'énergie yang, vous voyez dans le Tao, ça déséquilibre complètement le schéma, ça déséquilibre complètement l'équilibre qui doit mettre le yin et le yang en harmonie. Ce qui fait qu'à un moment, on rentre dans une sorte d'épuisement énergétique. On s'épuise à vouloir trop faire et ne plus être. On se vide complètement et on atteint à un moment un processus ou une sensation où on se perd. On sait plus qui on est. On sait très bien faire, mais notre savoir-être n'est plus en harmonie avec ce savoir-faire. Et dans ce sens, beaucoup de personnes partent de leur travail parce qu'ils ne trouvent plus le sens dans leur boulot. Ils ne trouvent plus d'envie dans leur boulot parce que ils ont trop dépensé à l'extérieur pour créer cette déséquilibre. Et après, ils recherchent du coup une reconnexion avec eux-mêmes, rechercher qui ils sont, ce qu'ils veulent vraiment faire, ce qu'ils aiment vraiment faire, ce qu'ils ont envie de faire. Et en ce sens, quand on est à la recherche de soi-même, on va pouvoir puiser de nouvelles formes d'énergie qui va renaître et décupler ce qu'on savait faire. C'est donc la cohérence entre savoir-être et la différence entre un artiste et un technicien, c'est qu'un technicien ne fait que faire. Il utilise que des techniques, des connaissances sans substance et mécaniquement, alors qu'un artiste va essayer de créer, d'innover, d'inspirer. Il veut sublimer ce qu'il fait par son savoir-être, pour ce qu'il est réellement, par la puissance qu'il peut apporter à son œuvre. Et il se dépasse, il va au-delà de ce qu'on apprend réellement. Et il trouve des moyens de créer des œuvres, une œuvre à sa manière, que ce soit par la peinture, même par nos compétences. On peut être un grand artiste dans nos compétences et on se dépasse et on sort du lot à ce moment-là. Et quand on sort du lot, on se réalise,
on s'apprécie, on vit pleinement sa vie à ce moment-là. Et donc, pour aller vers plus de cohérence, on va faire ce qu'on pense et ce qu'on dit. Et surtout, ne pas trahir ses valeurs, ne pas subir ce que pensent les autres, ce que disent les autres, ce qu'imposent les autres. Ne laissez pas les autres vous dicter ce que vous êtes et ce que vous devez faire. Vivez pleinement votre vie, essayez de vous épanouir, défendez vos valeurs, vos convictions. Sinon, vous videz de votre vie, vous laissez la vie entre les mains des autres. Donc, vivre en cohérence est symbolisé par le 8. Un 8, ça ressemble à l'infini. Il tourne, il est fluide, il est comme un miroir d'un boucle à l'autre, de ce qui est en haut, de ce qui est en bas. Se ressemble et il est harmonieux. C'est un chiffre harmonieux. L'infini, on parle aussi. C'est sans fin. On peut toujours aller vers de mieux en mieux, vers de plus en plus, vers quelque chose de meilleur à chaque fois. Et plus on y va, plus on a plus de la joie, plus de sérénité, plus d'épanouissement. On vit pleinement. Ça demande du courage pour changer, pour vivre en cohérence et prendre ses responsabilités et d'avoir du discernement. Savoir faire la part des choses, enlever ce qui nous empêche d'avancer, enlever l'environnement qui ne peut pas qui nous empêche d'avancer, de nous épanouir, qui nous conditionne. Et ici, utiliser que l'être doit être aussi aligné dans le temps et l'environnement. On oublie souvent et on le fait de manière très anarchique et de faire n'importe quand, n'importe quoi, le plus vite possible, sans réfléchir, sans stratégie. On utilise vite une tactique pour que ça marche. Si ça marche pas, on change une autre tactique et on n'a pas de chemin, rien du tout, et on va un peu à l'aveugle. Donc, essayez de retrouver votre savoir-être, retrouver votre essence, reconnectez-vous, trouvez tout le potentiel que vous pouvez développer, retrouvez votre âme d'enfant, parce qu'on a des rêves d'enfant et qu'on a des désirs d'enfant on aimerait bien réaliser et qu'avec le temps, on les oublie, on les met de côté parce qu'on veut plaire aux autres, on veut se mettre dans un moule et on oublie ça et on n'est plus qu'une mécanique qui existe. On se réalise pas et à ce moment-là, notre vie se vide et on perd notre sens. Et c'est ce qui se passe dans ce monde en plein changement, en mutation. C'est un contexte qui bouscule beaucoup de monde, qui nous perturbe dans notre pensée, dans notre manière de faire ou d'être. C'est le moment d'essayer d'évoluer et d'évoluer dans le bon sens, remplir une vie et de manière complète et de manière épanouie et plus sereine pour donner cette fluidité, cette énergie fluide que tout vous remplit d'énergie, rempli de vie. Ça vaut toute la peine de réaliser ce processus. Mais il paraît qu'après un grand 8, on se sent neuf. C'était la petite plaisanterie pour la fin de la conférence. Puisqu'on arrive sur la fin de cette conférence et qu'on va mettre le cap vers la 4e. Et la 4e conférence, ce sera vers l'authenticité. Comment retrouver du pouvoir personnel sur notre capacité à nous accomplir et à incarner pleinement notre être. Comment aller vers notre propre complétude. Complétude, c'est être complet en soi. C'est un mot qu'on aime beaucoup avec Hop. Et donc cet atelier s'appelle « Construire un projet en cohérence ». Je pense que c'est vraiment en lien avec la webconférence de ce soir. On peut pas faire mieux. Donc tous ceux qui ont participé jusqu'au bout à cette webconférence, eh bien on va pouvoir aller travailler ensemble sur un de vos projets pour le mettre en cohérence quelque part.
Donc, on n'est pas sur un projet forcément entrepreneurial, hein, j'accompagne des entrepreneurs, mais ça peut être un projet de vie, une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie, un nouveau job, un nouveau métier, une nouvelle orientation, ou quelque chose, un environnement dans lequel vous êtes en ce moment et vous avez pour projet de le faire évoluer. Peu importe, venez avec cet atelier, avec un projet, avec le projet actuel, et on va voir comment construire un projet en cohérence. Donc il servira d'exemple, mais je vous donnerai des clés ce jour-là, un processus pour vous permettre dans tout projet de le mettre en cohérence et de vérifier que le projet est en cohérence. En tout cas, moi je suis ravi, je sais pas pour toi, mais je suis ravi d'avoir livré cette conférence ce soir, et je vois à quel point le fait d'en parler, ça fait sens et c'est cohérent avec ce qu'on avait préparé à la base. Je suis d'accord avec toi et ça m'a fait plaisir d'en parler et c'était vraiment important. C'était le sujet de la cohérence. C'est une nécessité pour s'adapter dans ce monde et s'ajuster aux changements qui vont venir pour créer un ancrage fort pour qu'on soit vraiment stable et affronter les difficultés qui peuvent venir. Oui, et puis je pense que dans les temps qui suivent, on va avoir besoin de gens puissants, de personnes puissantes qui vont mener des projets puissants également, qui sont déterminés par une vision. Donc on avait parlé de la réalisation quelque part, c'était en lien avec la vision. Là, la cohérence, c'est quelque chose qui nous permet de nous ancrer et de tenir le coup aussi, puisque quand on est dans notre être, on ne se fait plus déstabiliser par n'importe qui, et donc c'est très important. Et là, le pouvoir personnel, c'est vraiment un sujet vraiment important, parce qu'il y a deux manières d'exercer son pouvoir. C'est avoir du pouvoir sur les autres, et donc ça, c'est ce qu'on appelle avoir de l'emprise, et ça, c'est pas du tout OK à mon sens. C'est quelque chose que je n'accepte plus quand les gens essaient d'être dans du pouvoir sur moi. En tout cas, je ne laisse plus faire depuis quelque temps. Et le vrai pouvoir pour moi, c'est le pouvoir pour réaliser quelque chose. C'était un grand coach qui disait ça. Ayons du pouvoir pour nous réaliser, pour aller vers une vision, du pouvoir pour faire de grandes choses, mais pas sur les autres. Et donc ça, on en parlera la semaine prochaine. Alors, Mathilde qui pose une question. Elle demande à quelqu'un qui a su plus valoriser son savoir-être au lieu de son savoir-faire, quelle posture à explorer tu partagerais? Alors, comme je t'ai dit, qu'il faut que les deux soient équilibrés. Quand on déséquilibre trop un domaine, que ce soit le savoir-être ou le savoir-faire, ici dans ton cas que tu poses, le savoir-être, c'est quelqu'un qui... c'est intéressant de développer le savoir-être, mais la compétence est nécessaire aussi. La réalisation est nécessaire aussi. Donc, il faut que cette personne soit beaucoup plus ancrée dans la réalité, dans la réalisation de ce qu'elle fait, parce que l'être ne suffit pas. C'est comme si on enlevait une partie de soi-même pour vivre dans son monde de savoir-être. Alors que le faire est important. Ça fait partie d'une énergie comme le yin, le yang. Ils ont besoin de l'un de l'autre pour vivre. Ils ont besoin de cet équilibre pour se réaliser, pour trouver l'harmonie dans sa vie. Donc la posture à faire, c'est que cette personne passe beaucoup plus à l'action, concrétise ce qu'elle est réellement, que tout ce qu'elle dit, ce qu'elle est, qu'elle le manifeste le plus possible dans la matière, qu'elle fait toutes les actions nécessaires pour que son savoir-être s'incarne dans ce qu'elle va faire. Sinon, il restera dans le domaine de l'interne. Alors, c'était à l'intention de
hop, donc je ne vais pas répondre à la question. Et c'est complètement ok. Vous avez le droit de poser des questions que à l'un ou que à l'autre. On n'est pas vexé, on est dans l'être, donc c'est ok. Pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints sur Facebook, vous retrouverez notre page Code Tao sur Facebook. Vous tapez Code Tao et vous avez juste à liker la page. Mais au-delà de ça, vous pouvez également vous abonner pour recevoir des notifications si vous voulez en tout cas lire nos articles. Donc vraiment, cette page Facebook, on écrit au moins une fois par semaine un article sur une thématique, sur un mot particulier, sur un des 5 éléments du Tao, sur un concept particulier. Donc on y passe du temps et on y met du cœur. Cet autre chemin avec les articles Facebook, eh bien ça nous fera très plaisir. Et la chaîne Code Tao, mais également nos petites capsules. Je dis bien petites parce qu'elles sont petites, hein, c'est 6-7 minutes où on prend vraiment le temps d'expliquer aussi des concepts. On les regarde avec un zoom pour vous en donner vraiment un peu plus de sens. Il y a beaucoup de gens là qui nous ont envoyé d'ailleurs des retours pour nous dire qu'ils avaient vraiment pris plaisir à les regarder et qu'ils avaient appris des choses, que c'était instructif pour eux. Donc merci pour ces retours et vraiment au plaisir de continuer à vous livrer cette série sur la voie de l'accomplissement de soi, puisqu'il y a deux playlists sur cette chaîne Code Tao, la voie de l'accomplissement de soi, les webinaires et bien d'autres playlists vont arriver d'ailleurs. Je vois une question de Laurence. Je prends conscience que la cohérence implique du courage. Et oui, c'était dans le webinaire précédent, dans la webconférence précédente, on avait parlé du courage comme une énergie, ainsi que la volonté pour à partir où on prend conscience de ces blocages, eh bien effectivement, il faut du courage, de la volonté pour agir et pour aller contourner l'obstacle. Et donc, comment est-ce que Laurence pourrait obtenir plus de courage ? Tu veux répondre ou je réponds ? Je peux commencer, je peux te laisser. Je commence, ok. Oui. Commencer. Bien, déjà dans le courage, quelque part, qu'est-ce qui te motive ? Donc déjà, obtenir du courage, oui, mais pour réaliser quelque chose. Comment se métamorphose-t-on ? Comment se transforme-t-on ? Eh bien, c'est en réalisant des choses. Dans l'expérience, rien que dans l'expérience de faire quelque chose, on en tire quelque chose de riche. Il y a cette abondance qui est présente. Donc déjà, au lieu de voir le risque qui est présent dans la situation, on peut regarder l'effet bénéfique. Quelque part, ça peut déjà donner un peu de courage. Et ensuite, c'est qu'est-ce qui motive ce projet ? Qu'est-ce qui fait que là, ce soir, je suis en train de donner un webinaire ? Eh bien, quelque part, il y a une vision derrière, il y a une mission qui a été définie, il y a des convictions fortes qui sont présentes. Eh bien, ça me motive. Et malgré le fait que j'ai eu une opération dentaire, que ça me fait un petit peu mal, eh bien, voilà, j'y vais et avec le sourire. Et on pourrait avoir peur de la réaction des uns, on pourrait avoir peur de la réaction des autres, on pourrait avoir peur de se montrer, de mettre ce replay sur Internet, des fois on peut bégayer un petit peu, on peut chercher ses mots, c'est ok. Ça, c'est pas encore des choses qui font trop peur. Mais quand c'est la première fois qu'on le fait, ça peut faire peur. Donc, comment obtenir plus de courage ? On se rattache à quelque chose qui nous motive, quelque chose qui est précieux pour nous, qui est présent même dans le cœur de l'expérience. Et ce courage, il y a un peu l'idée... quand on est sur le plongeoir à 5 mètres de haut, on a peur du vide, là, puis ça tangue, ça balance. Et bien, quelque part, on peut aussi regarder ce qui nous remplit. Le vide, quelque part, peut faire peur, mais qu'est-ce qui va nous remplir dans l'expérience qu'on va vivre ? La peur est un formidable moteur aussi pour avancer. Et plus on a peur et plus on met de courage du coup dans cette volonté, et plus on va faire des choses qui sont incroyables. Je pense que tous les grands projets, il y avait des peurs derrière. C'est quelque chose qui est normal, qui fait partie, qui est instinctif. Donc la peur, on vit avec, mais on est en vie. Donc quand on a peur, c'est qu'on est en vie. Donc c'est formidable d'être en vie et on n'en profite pas assez de nos jours. On est toujours en train de voir les choses pessimistes, on écoute les médias, on perd notre temps. Le temps, on l'a dit, c'est une énergie et elle défile. Donc là,
on a déjà, on s'est rapproché d'une heure hein, de quelque chose qui va se terminer dans je ne sais pas combien de temps. Mais donc quelque part, eh ben, c'est vivre la vie pleinement. Eh bien ça peut déjà être une formidable énergie pour avoir du courage. Voilà ma réponse, Laurence. Motivation. Alors, je compléterai la réponse en disant, pour avoir du courage, il faut qu'il y ait un sentiment, une envie, un désir profond, intense, qui sert de moteur. Et ce sentiment peut être aussi, comme a dit Kevin, qui est un moteur au départ, qui qui fait peur, mais qui nous fait avancer aussi. Par exemple, si tu as un enfant qui est malade, tu trouves quand même le courage de s'occuper de cet enfant parce que tu as l'amour maternel. Tu as envie que ton enfant guérisse. Donc il y a une énergie là en toi qui fait que tu as une énergie motrice qui te pousse à le faire. Parce que tu veux qu'il guérisse et tu veux prendre le temps nécessaire pour s'occuper de ton enfant. Et cette énergie-là, même si tu as peur qu'il puisse pas guérir ou ça prendra du temps pour guérir, tu trouves la force. C'est une force, une énergie qui te pousse d'aller en avant. Et c'est trouver en fait cette énergie-là qui fait que tu te dépasses. Tu veux que ça se réalise. Tu veux que ton enfant guérisse et tu vas donner toute l'énergie nécessaire pour y arriver. Et en ce sens, tu deviens cohérent. Tu es cohérente avec toi-même entre l'amour que tu portes à ton enfant et le fait que tu veux qu'il guérisse. C'est la même chose. Le courage vient de là, vient d'une énergie profonde, d'une énergie qui te pousse à aller au-delà de ce que tu veux y arriver. Si tu trouves pas cette énergie là, c'est que ce que tu voulais atteindre n'a pas autant d'importance que toi, que tu le penses, ou bien du coup tu rentres en incohérence. Si tu es cohérente en ce que tu veux atteindre et qui demande du courage à l'atteindre et que tu veux pas donner l'énergie nécessaire ou l'amour nécessaire pour atteindre cet objectif, c'est difficile à ce moment-là d'être cohérente. La cohérence, c'est ça aussi, hein. C'est ce qu'on veut être ou atteindre, mais sans faire d'efforts, sans donner l'énergie nécessaire pour le modeler, c'est donner cette forme qu'on veut atteindre. Si tu veux te métamorphoser, tu dois donner la forme. Donner la forme, ça veut dire qu'on est créateur. On est créateur, on crée le moule, la forme de quelque chose d'autre qu'on veut se réaliser. Donc, on va injecter une force de vie, une force d'amour, une force de quelques sentiments que tu veux, qui soit motrice pour que tu aies le courage d'aller jusqu'au bout, de sortir de ta peur et de tenir le coup. Et en ce sens, il faut réfléchir justement sur cette cohérence. Jusqu'où es-tu prêt à avoir le courage d'être ce que tu es, ou de réaliser ce que tu es, ou de faire ce que tu es, et de trouver le courage nécessaire pour le faire. Laurence, j'espère que ces deux points de vue t'auront apporté quelque chose. Donc nous avons Mathilde qui te dit « Hop, c'est parfait, il y aura encore exploré ». Bah oui, bien sûr, il y a toujours encore exploré. Et comme le souligne Laurence, aller du savoir-être au savoir-faire et vice-versa, le célèbre 8, le célèbre infini, ça demande du courage. Et oui, c'est inspirant. Vos partages à tous les deux. Eh bien, merci beaucoup Mathilde, ça me fait très plaisir. Françoise, les deux conférences précédentes m'ont fait découvrir la vacuité. Se laisser atteindre sereinement par ce qui advient. Avez-vous un avis sur ce point? Aussi laisser aux autres ce qui leur appartient, positif ou négatif, sans confondre avec mes ressentis. Il faut faire la part des choses.
Il y a le vide qu'on peut ressentir parce qu'on se vide de notre vie et on laisse les autres les remplir. Et le fait d'être dans le lâcher-prise. Quand on lâche prise, on se vide d'une chose qui nous empêche d'avancer, qui nous tire, qui nous remplit de trop, un trop plein, en fait. En lâchant prise, on prend du recul, on se vide de certaines choses qui est inutile. Et en laissant ces choses inutiles, on le remplit d'autres choses. Et donc, c'est pas un vrai vide, c'est un plat plutôt. Alors que dans l'autre vide, on laisse les autres remplir. C'est un faux vide. En ce qui me concerne, se laisser atteindre sereinement par ce qui advient. Alors déjà, ça dépend qu'est-ce qui advient. Ça, c'est la première question que je pourrais te poser. Donc, si tu m'entends, Françoise, n'hésite pas à préciser. Alors, par ce qui advient, on pourrait mettre un grand C à ce qui advient en général. Donc, ce qui change, ce qui bouge, ce qui est impermanent. Donc, à partir du moment où on accepte cette impermanence et qu'on accepte cet environnement extérieur et qu'on s'y adapte, si c'est ça que tu veux dire par se laisser atteindre, effectivement, c'est complètement ok. Après, dire que c'est la vacuité, je parlerais plutôt d'une forme de souplesse et de flexibilité, puisque quand quelque part on accepte le changement, on est un peu comme un roseau qui a beaucoup de souplesse et qui reste enraciné, et donc qui peut accepter qu'il y ait du vent, qui peut accepter qu'il pleuve, qui peut accepter des intempéries extérieures. Donc ce qui vient de l'extérieur, voilà, l'impermanence. Donc dans la vacuité, il y a quelque chose qui est de l'ordre du vide, effectivement, mais plutôt ce qui moi me paraît important, c'est d'être dans l'ouverture, c'est-à-dire accepter ce qui vient comme une forme d'ouverture. Pour moi, la vacuité, ce qu'on peut appeler le grand vide, pour moi, personnellement, c'est autre chose, et plus sur les deux aspects qu'a précisé Hop juste avant. Donc moi, par rapport à ce qui est impermanent, à ce qui change, à ce qui bouge, c'est plutôt avoir une ouverture complète, c'est-à-dire accepter ce qui vient. Il y a une petite histoire que j'aime bien avec un paysan, c'est une histoire de sagesse. Donc, ça veut dire aussi, quand on a parlé la dernière fois, c'est accepter le monde tel qu'il est et ce qui va devenir. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à contrôler. Le contrôle, c'est une force qui est plus forte que nous-mêmes. Et donc, lâcher prise, ça permet de donner plus de fluidité, avoir plus de discernement. On voit le problème plus loin. Ça permet de moins le voir plus haut, le problème. Et donc, du coup, de se dissocier du problème. En se dissociant, on a l'impression que tout se lâche tout seul. Tout vient tout seul. Et en ce sens, on a l'impression que ça se vide, mais en fait, on est allégé d'un problème. On est allégé de ce qui nous attachait. Et donc, du coup, oui, c'est vrai, on doit se vider de ce qui nous encombre pour le remplir pour d'autres choses qui est beaucoup plus épanouissant, pour le remplir de quelque chose de plus joyeux, de plus serein, ou d'autres des éléments beaucoup plus positifs. Alors j'ai retrouvé ma petite histoire, j'étais sur internet pour la retrouver directement. Donc c'est l'histoire du vieux paysan, de son fils et de son cheval, ou comment relativiser un événement en fonction du contexte qui l'entoure. Et donc c'est un vieux paysan qui vivait seul avec son fils. Il n'avait pour toute richesse qu'un magnifique cheval, et pour ça il suscitait la jalousie des plus riches du pays, parce que ce cheval était vraiment extraordinaire. Et à chaque fois, les villageois venaient le voir. Combien tu nous donnerais, combien coûterait ce cheval? Puis le
Le paysan leur répond à chaque fois, non, le cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi, c'est un ami, je peux pas le vendre. Puis un jour, le cheval disparaît. Les voisins rassemblés devant les tables de ville donnèrent leur opinion. Pauvre idiot, c'était imprévisible. C'était prévisible qu'on te volerait cette bête. Pourquoi tu ne l'as pas vendue? C'est un malheur pour toi maintenant. Il dit, bah non, c'est pas un malheur. Disons que il n'est plus dans les tables, c'est un fait, et tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra? Et les gens se moquèrent du vieil homme, mais ils le considéraient depuis longtemps comme un simple d'esprit. Cependant, 15 jours plus tard, le cheval blanc revient. Il n'avait pas été volé, il s'était tout simplement mis au vert. Il ramenait avec lui une douzaine de chevaux sauvages de son escapade. Les villageois s'attroupèrent de nouveau. Ah, tu avais raison. Ce n'était pas un malheur, mais bien une bénédiction. Il dit, mais j'irai pas jusque-là. Contentons-nous de dire que le cheval blanc est revenu avec une douzaine d'autres chevaux. Comment savoir si c'est une chance ou une bénédiction? Ou une malchance? Ce n'était qu'un épisode, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans un livre qu'en lisant une seule phrase du livre. Et donc les villageois se dispersent à nouveau, convaincus que le vieil homme déraisonnait. Recevoir 12 chevaux, mais c'est un cadeau du ciel, qui pourrait nier ça? Et puis le fils du paysan entreprit le dressage des chevaux sauvages et un d'eux le jeta à terre, le piétina. Ah bah oui, les villageois reviennent. Tu avais raison, mon pauvre ami. Ces chevaux sauvages, en fait, te causent du souci et maintenant voilà que ton fils est estropié. Et donc il pense que le paysan est vraiment à plaindre. Et puis le paysan leur répond comme d'habitude que qui peut dire vraiment ce que ça va nous apporter? La vie se présente par petits bouts, nul ne peut prédire l'avenir. Et quelque temps, c'est une guerre qui éclata et tous les jeunes du village furent enrôlés dans l'armée, et sauf le fils du paysan qui était invalide à ce moment-là. Et donc là, tous les paysans reviennent et lui disent, mais vieil homme, tu avais raison, ton fils est peut-être le seul qui va rester en vie, tandis que nos fils vont peut-être se faire tuer. Donc voilà, dans cette histoire, on a une sagesse ancienne là, qui nous apprend un peu à relativiser et à voir les choses telles qu'elles sont réellement, et on ne peut pas savoir ce qui va se passer, on ne peut pas savoir comment la vie va évoluer. Ce qu'on peut savoir, c'est que tout est impermanent et qu'on peut l'accepter tel que c'est. Voilà. Et on ne sait pas les surprises que la vie nous réserve. Ah, ça c'est clair. Il faut s'émerveiller de ce que la vie nous donne. Ça c'est clair. Et c'est toujours des cadeaux. François nous dit que ça s'est bien passé, c'est bien cela qui s'est passé, j'ai donc compris. C'est le début du chemin des 2 autres fois. Ah oui, mais de toute façon, ces 5 conférences sont aussi construites comme un chemin. Donc, ça fait plaisir qu'il y ait des prises de conscience comme ça qui émergent à ce 3e webinaire. On vous avait parlé dès le début, c'était une chasse au trésor. Donc, trouver les trésors qui sont en vous. Et c'est un jeu de pistes. Mais pour ça, faut le vivre, faut vraiment... Encore une fois, je l'avais dit, mais n'hésitez pas à écrire. Donc là, il y aura un atelier, mais n'hésitez pas à écrire, reprendre quelques questions de la conférence. Plus avec le minuteur, vous pouvez revoir juste les slides et vous pouvez vous faire un petit questionnement par vous-même. Si vous vous posez un jour que vous prenez du recul, on avait dit que c'était une des solutions, qu'il fallait prendre du recul. Et voilà, il y a vraiment de belles choses qui peuvent émerger et des choses qui peuvent naître. Nous, on plante des graines et elles vont éclore quand elles écloront. Donc, à vous de les entretenir et de les faire pousser après. Et notre mission, c'est aussi de vous aider à évoluer en cohérence pour que vous ayez une vie beaucoup épanouie, apprendre à vous adapter à ces changements qui est là et à trouver l'ancrage nécessaire à ce changement et de la stabilité. C'était un bon moment de partage. C'était un vrai plaisir d'être avec vous toutes et vous tous ce soir. Mais en tout cas, dans tous les cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'art d'oser retrouver votre pouvoir personnel. La 4e va être encore plus forte, plus puissante. On avait dit que ça montait un peu en intensité au fur et à mesure. Vous pouvez quand même commencer à mener la réflexion.
Comment êtes-vous quand vous êtes dans votre plein pouvoir personnel? Et oui, on aime bien la chasse au trésor. Il y a un magnifique livre de Paulo Coelho, l'alchimiste, qui part à la recherche de son trésor, qui fait un peu le tour du monde et puis qui finit par le retrouver au point de départ. Et donc, en attendant, vous pouvez suivre votre chemin ou faire le processus de transformation pour avancer et trouver ces trésors en vous et vous enrichir intérieurement pour vous combler et de vous réaliser aussi extérieurement sur la vie que vous voulez réaliser. Bientôt. Merci d'être venu, d'avoir participé, d'avoir poursuivi votre chemin avec nous et nous essayons au mieux de vous aider à mieux vous réaliser, à mieux vous accomplir et trouver de la cohérence dans votre vie. Voilà, il est temps de nous quitter. À bientôt sur votre chemin. Au plaisir de vous recroiser, au plaisir de vous accompagner ou d'éclairer certains concepts si vous en avez besoin, ou quel que soit le motif de votre visite, de votre venue. Au plaisir d'échanger et de vous revoir.